La chromatographie en phase gazeuse, proposée en 1952 par James et Martin, est une méthode d'analyse immédiate basée sur le partage des substances entre deux phases, l'une fixe, dite phase stationnaire, l'autre mobile, appelée gaz vecteur. La colonne chromatographique que nous schématisons ici est placée dans un four thermorégulé. Elle contient de petits grains d'un solide inerte qui servent de support au liquide peu volatile qui constitue la phase stationnaire. Le gaz vecteur sera par exemple de l'hydrogène ou de l'hélium. Injectons en tête de la colonne un mélange de deux substances dont les molécules sont symbolisées par des boules blanches et rouges. Au cours de leur progression dans la colonne, les molécules du mélange passeront de nombreuses fois dans la phase stationnaire et dans la phase gazeuse. Les molécules blanches, très solubles dans la phase stationnaire, séjournent longtemps dans celle-ci. Leur progression dans la colonne sera lente. Par contre, les molécules rouges, peu solubles, seront moins retenues. Elles migreront rapidement. Ainsi, les deux constituants seront séparés à la sortie de la colonne. Le solide inerte, support de la phase stationnaire, est généralement constitué par des terres de diatomée que l'on tamise pour obtenir une granulométrie régulière. L'imprégnation du support s'effectue en versant la terre de diatomée dans une solution éthérée de liquide stationnaire. Le solvant volatile sera ensuite chassé par évaporation. La surface élevée du support inerte, de 1 à 10 mètres carrés par gramme, permet l'étalement de la phase stationnaire en une couche fine. La colonne chromatographique est fixée sur un vibreur, puis l'extrémité aval, partiellement obturée par un coton de verre, est reliée à une pompe à vide. Le support inerte, imprégné de phase stationnaire, est introduit petit à petit dans la colonne. L'aspiration de la pompe à vide et les vibrations donnent un remplissage régulier. L'opératrice adapte la colonne chromatographique sur son socle, puis la place dans le four thermorégulé. La température de celui-ci devra être choisie de manière à ce que la durée de passage des substances dans la colonne ne soit pas trop longue. Cette pastille de silicone élastomère, d'une épaisseur de 5 mm environ, permettra l'introduction du produit à analyser dans la chambre d'injection. Elle assure une bonne étanchéité de l'appareil sous une légère pression de gaz vecteur. La même pastille est utilisable pour plusieurs injections. La réserve de gaz vecteur, ici de l'hydrogène, alimente maintenant l'appareil chromatographique. Le débit du gaz est convenablement réglé. Il ne doit pas être trop rapide, car comme dans une chromatographie d'adsorption du type liquide-solide, il donnerait un élargissement anormal des zones de substance. Il ne doit surtout pas être trop lent pour éviter la diffusion des substances dans la phase gazeuse. L'injection du produit est réalisée à l'aide d'une seringue analogue aux seringues hypodermiques. Cette seringue possède une vis micrométrique et permet d'injecter 1/10 de millilitre. La rotation d'un tour du bouton molleté correspond à 10 microlitres. Ce modèle de microseringue peut injecter une fraction de microlitre avec une bonne reproductibilité grâce à un dispositif de calage du piston. La substance injectée est vaporisée dans la chambre d'injection, surchauffée par rapport à la colonne. Dans ce graphique, représentons en ordonnée la quantité de substance injectée et en abscisse la longueur de la colonne. Au fur et à mesure de sa progression, la zone représentant la substance s'étale
mais conserve en général l'allure d'une courbe de Gauss. Pour une température et un débit donnés, le temps de sortie de la substance injectée est constant. Pratiquement, la sortie du produit apparaît sur l'enregistreur sous la forme d'un pic presque symétrique. La distance de ce pic à l'origine permet de déterminer le temps de sortie et le volume de rétention, c'est-à-dire le volume de gaz vecteur nécessaire pour faire sortir le produit de la colonne. Pour une série homologue de substances, le logarithme du volume de rétention est directement proportionnel à la condensation en carbone. Sur un graphique d'enregistrement, la mesure de la largeur d'un pic, oméga, et de sa distance, petit d, depuis l'origine, permettent de se rendre compte de l'efficacité d'une colonne. D'après la théorie des plateaux, le nombre de plateaux théoriques, petit r, est donné par la formule petit r égale 16d2 sur oméga 2. En chromatographie gazeuse, le nombre de plateaux est souvent supérieur à 1000. Cet enregistrement correspond à 3 cétones homologues: l'acétone, la méthyléthylcétone et la méthylpropylcétone. La largeur de base de ces pics est étroite. La séparation est bonne. Si la température du four est insuffisante, ou la quantité injectée trop forte, ou même le débit mal choisi, les pics sont anormalement élargis. Cet enregistrement est mauvais. Ces courbes d'enregistrement représentent la variation d'une propriété de la phase gazeuse signalée par le détecteur à la sortie de la colonne. Reprenons le schéma de notre chromatographe et examinons comment fonctionne le détecteur. Celui-ci est basé sur les propriétés du pont de Wheatstone. Le gaz vecteur, hydrogène ou hélium, possède une conductibilité thermique très élevée. Lorsque des substances, symbolisées ici par des billes rouges et blanches, sont mélangées à ce gaz, la conductibilité diminue, ce qui provoque l'échauffement du fil métallique situé à la sortie de la colonne et par suite une augmentation de la résistance décelée par un millivoltmètre enregistreur. D'autres chromatographes sont équipés d'un détecteur à ionisation de flamme. Lorsqu'une substance organique mélangée au gaz vecteur brûle dans une flamme à hydrogène, elle forme des ions et des électrons. Les ions négatifs et les électrons collectés sur une anode produisent un courant électrique proportionnel à la quantité de matière brûlée. Sur l'enregistrement, la surface du pic est proportionnelle à la quantité de substance. Une première méthode de détermination de la surface consiste à multiplier la hauteur du pic par sa largeur à mi-hauteur. Une deuxième méthode nécessite un planimètre. Le planimètre est un intégrateur mécanique utilisable pour des surfaces supérieures à 50 mm² environ. Cet enregistrement a été obtenu en injectant des quantités croissantes d'acétone. 2, 4, 6, 8 et 10 mg. La représentation graphique de la surface des pics en fonction de la quantité injectée pour un appareil donné est une droite pour les faibles quantités. Si la quantité injectée est trop forte, la courbe s'infléchit. Cette courbe de référence permet la détermination quantitative d'une substance dans un mélange. Dans le cas présent, il s'agit d'un mélange d'acétone et de méthyléthylcétone. Connaissant la surface du pic de l'acétone, il suffit de se reporter à la courbe de référence pour en déduire la quantité. La chromatographie en phase gazeuse permet de résoudre les problèmes analytiques les plus variés. À titre d'exemple, les analyses élémentaires du carbone, de l'hydrogène et de l'azote des composés organiques
peuvent être réalisés après oxydation à l'état d'eau, de gaz carbonique et d'azote. Dans l'industrie des corps gras, les produits naturels sont examinés par chromatographie des esters d'acides gras. Les composants du mélange sont élués par ordre de condensation en carbone croissant. Les acides aminés sont trop peu volatiles pour être injectés directement. Ils sont préalablement transformés en ester N substitué. La chromatographie en phase gazeuse est utilisée pour l'analyse des matières plastiques. Les polymères sont pyrolysés et l'on injecte les produits de dégradation. Cet enregistrement a été obtenu par pyrolyse de plexiglas à 650 degrés. Dans l'industrie des fermentations, la chromatographie permet de contrôler la qualité de certaines boissons alcoolisées. Cette courbe représente un scotch de bonne qualité. Le chromatographe que nous avons utilisé jusqu'à présent est de type analytique. Cet autre appareil, basé sur le même principe, est plus spécialement adapté pour recueillir successivement chacune des substances du mélange initial. Pour cela, un collecteur de fraction reçoit les ELUA à la sortie de la colonne. Les substances ainsi recueillies pourront être soumises à l'analyse élémentaire ou analysées par spectrométrie infrarouge ou RMN. Avec ces grosses colonnes, il est possible d'injecter automatiquement plusieurs millilitres de mélange. Le succès de la chromatographie en phase gazeuse s'explique par une bonne efficacité et la possibilité d'étudier des substances très diverses dans un domaine qui s'étend de la microanalyse à la méthode préparative.